Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 24 novembre. Le supporter qui a atteint Dimitri Payet avec une bouteille a été condamné, mais il échappe à une peine de prison ferme. Bruno Bernard et Laurent Wauquiez font front commun sur le dossier d'extension d'Interpol. Les deux élus, respectivement écologistes et LR, ont adressé un courrier au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ninon Guinel, la chef de cabinet du maire de Lyon, Grégory Doucet, explique avoir été agressée sexuellement en 2015 par un cadre du parti Europe Écologie Les Verts. La ville de Villeurbanne poursuit ses actions pour lutter contre les violences faites aux femmes. Simplifier et encourager le compostage des déchets alimentaires, c'est l'objectif des bornes à compost qui ont été installées un peu partout dans le 7e arrondissement de Lyon. Nous parlons de cette expérimentation dans le courant de cette édition. Et puis Naïs Pirolet, la candidate originaire de Lyon, sortie majeure de promo 2017 de l'Institut Paul Bocuse, a été sacrée Bocuse d'Or 2021. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le supporter qui a atteint Dimitri Payet avec une bouteille dimanche soir lors de l'Olympico au Groupama Stadium a échappé à une peine de prison ferme requise par le ministère public. Il écope en effet de 6 mois avec sursis et 5 ans d'interdiction de stade. 6 mois ferme avait été requis par le ministère public. Le supporter devra en outre verser 1 euro symbolique de dommages et intérêts aux joueurs marseillais et à son club qui s'était porté partie civile et 1 autre euro à la Ligue de football professionnel. L'Olympique Lyonnais, qui ne connaîtra sa sanction que le 8 décembre, a obtenu un délai pour chiffrer son préjudice sportif et économique. Les 3 supporters qui s'étaient par ailleurs constitués partie civile ont vu leur demande rejetée. Le président écologiste de la métropole Bruno Bernard et le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez font front commun sur le dossier d'extension d'Interpol. Dans un courrier adressé le 26 octobre au maire de Lyon, au président de la métropole et au président de la région, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait appelé les collectivités à s'engager sur le financement de cette extension aux côtés de l'État. Il les invitait à se prononcer rapidement. L'Assemblée générale d'Interpol se déroulant à Istanbul en Turquie en ce moment du 23 au 25 novembre. Bruno Bernard et Laurent Wauquiez se disent prêts à discuter et à trouver ensemble des solutions opérationnelles à ce projet que l'État porte. Mais les élus réclament encore et toujours des précisions au ministre. Ils appellent aussi le ministre à la vigilance sur la future présidence de l'organisation. Sans le nommer, ils font référence à la candidature du général Ahmed Nasser El Raisi, accusé d'actes de répression et de torture envers des opposants au régime émirien. Une candidature entachée de plaintes poserait un vrai risque au fond et pourrait délégitimer l'institution et son accueil dans notre démocratie, alertent les deux élus. Enfin, Bruno Bernard et Laurent Wauquiez invitent le ministre à une réunion de travail à Lyon. Sans surprise, Philippe Valentin, 57 ans, unique candidat à sa succession, a été réélu président de la CCI à Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne avec la liste Unis pour l'entreprise. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Ninon Guinel, chef de cabinet du maire de Lyon, Grégory Doucet, a expliqué dans l'émission C'est politique, diffusée dimanche dernier sur France 5, avoir été agressé sexuellement en 2015 par un cadre du parti Europe Écologie Les Verts. À l'époque, il était sur le point d'être nommé à un poste important rattaché à la formation des élus, poste qu'il a obtenu par la suite. C'est d'abord Fiona Texer, aujourd'hui collaboratrice d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, qui a accusé cet homme. C'est en entendant le témoignage de Fiona Texer que Ninon Guinel a décidé de parler également. Elle aurait été agressée le même soir, quelques heures plus tôt, par le même individu. 285 femmes travaillant dans le milieu politique et universitaire ont co-signé une tribune dans Le Monde. Une tribune pour exiger que le monde politique prenne enfin en compte le mouvement MeToo. La ville de Villeurbanne poursuit ses actions pour lutter contre les violences faites aux femmes. De nouvelles mesures sont mises en place, avec par exemple la création en lien avec l'État et l'association Vifil SOS Femmes d'un poste d'intervenant social au commissariat pour orienter et accompagner les victimes de violences ou dont les situations peuvent bénéficier d'un accompagnement social. Les agentes municipales peuvent participer à des formations d'autodéfense proposées par l'association Impact. Une soirée pour lutter contre l'invisibilisation des femmes dans le milieu culturel se tiendra également à l'École nationale de musique demain jeudi à 20h. Rennes Pras sera présente à cette rencontre performance à l'occasion de la sortie de son livre « Exploser le plafond », précis de féminisme à l'usage du monde de la culture. Lyon demain, média agitateur d'idées.
Vous connaissiez le silo à verre, il faudra maintenant vous habituer à la borne à compost. Ces équipements vont sans doute fleurir dans toute la ville après une première expérimentation dans le 7e arrondissement. Ce secteur a été choisi comme territoire pilote pour installer ce nouveau service. L'objectif est de simplifier et d'encourager le compostage des déchets alimentaires. Ces derniers représentent actuellement 24% du poids des poubelles grises. Isabelle Potiot, vice-présidente de la métropole de Lyon, déléguée à la réduction des déchets. L'idée, c'était d'offrir à tous les habitants une solution pour trier leurs déchets alimentaires. Et donc, l'idée, c'était de commencer par un territoire pilote, qui est le 7e arrondissement, qui concerne du coup 82 000 habitants, donc c'est pas anodin. La mise en place de 150 bornes à compost qui sont accessibles à tous, avec des consignes très simples. On accepte tous les déchets alimentaires et chaque habitant peut venir y déposer très simplement ses déchets alimentaires en vrac ou dans les sacs en craft qui sont distribués. Alors, au début, on a commencé avec une dizaine de bornes qui se sont ouvertes et à peine 3 jours après la mise en place des bornes, on avait déjà collecté plus d'1 tonne de déchets alimentaires, ce qui est exceptionnel et surtout ce qui était assez remarquable, c'est la qualité de la collecte. Les habitants ont vraiment joué le jeu, ont respecté les consignes. On a eu moins de 3% d'indésirables, ce qui est exceptionnel pour un dispositif de ce type-là ouvert à tous. Mais des bacs en compost, il y en a beaucoup aujourd'hui, des jeunes sur la ville. Pourquoi vouloir en mettre systématiquement de partout ? On a des composteurs. Donc les composteurs, c'est vraiment l'idée de faire maturer la matière sur place. C'est un autre dispositif qui a aussi ses vertus. Et là, on voulait quelque chose de plus simple, accessible à toute la population. Et donc, ces bornes à compost sont collectées. Le compost ne se fait pas sur place, il se fait à un autre endroit. Et c'est tout l'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus simple pour l'ensemble des habitants. L'idée, c'est de mettre des bornes à compost là où il n'est pas possible de composter sur place par des composteurs individuels ou éventuellement collectifs. Et donc, on va cibler les zones urbaines denses. Donc oui, effectivement, Lyon est concerné, l'ensemble des arrondissements sont concernés. Et les villes, les centres-bourgs avec des densités assez importantes seront aussi concernés. On pourra y déployer ces bornes à compost. Ces bornes à compost sont accessibles 24 heures sur 24. Elles acceptent tous les déchets alimentaires, épluchures, pain rassis, restes de repas. Les bornes sont ensuite collectées toutes les 2 semaines. Les déchets sont acheminés vers des sites de traitement et notamment chez les alchimistes à Vénissieux. Gaëtan Lepoutre, cofondateur et directeur associé des alchimistes. Si ces déchets alimentaires sont pas triés, aujourd'hui ils vont à l'incinérateur. Donc à l'incinérateur, ça veut dire qu'on brûle, si on veut simplifier, on brûle des épluchures. Or des épluchures, c'est à plus de 80%, c'est de l'eau. Donc quand on brûle de l'eau, on voit bien le problème. Si on imagine prendre une épluchure de pomme chez soi, puis de prendre une allumette et essayer de l'allumer, ça va pas aller. On va consommer toute l'allumette que l'épluchure n'aura pas démarré. En fait, c'est une aberration qui est économique parce qu'on perd de l'énergie à essayer de brûler des épluchures, et écologique parce qu'en fait, une fois qu'on a réussi à mettre le feu, ça part en CO2 et en particules. À l'inverse, si on les trie, si on les capte et si on les transforme en compost, c'est tout l'inverse. On va créer quelque chose qui est une richesse pour les sols et en même temps, on va capter du CO2. On pense que ce sujet des sols et du déchet alimentaire en France, il est énorme et c'est même d'ailleurs planétaire. On est une petite structure assez récente avec beaucoup d'ambition, mais néanmoins, on pense pas qu'on va pouvoir tout traiter le sujet nous-mêmes. Donc, on a rajouté dans notre projet le terme ensemble parce qu'on pense qu'il faut le faire ensemble. Et donc, ça concerne les citoyens, les associations, les entreprises, les collectivités. Mais ça peut aussi, dans certaines régions, concerner des partenaires. C'est-à-dire que, je veux dire par là que oui, on a envie d'être dans toutes les villes de France. On a envie de peser sur ce sujet du déchet alimentaire et d'en transformer massivement en compost. Mais pas toujours uniquement nous seuls. Aussi en le faisant via des partenariats avec des structures qui font déjà très bien leur métier ou qui ont des projets similaires aux nôtres. Ces déchets alimentaires, donc ils arrivent dans la borne. Après, ils deviennent quoi ? Il y a le camion qui va passer 2 fois par semaine, qui va vider la borne. Et puis, une fois qu'il aura fini sa tournée, il va venir chez nous à Vénissieux, sur une plateforme de compostage qu'on a ouvert au mois de mai. Et il va donc vider ses déchets alimentaires. Donc nous, on reçoit ça et on va faire plusieurs opérations. Déjà, on va valider la qualité du tri, s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'erreurs de tri à l'intérieur. Et aujourd'hui, on est sur un très bon taux de tri. La qualité du tri est vraiment au rendez-vous dans le quartier. Donc c'est une première satisfaction. Après avoir fait ce contrôle de la qualité du tri, il va y avoir 2 options. Soit la matière va être transformée chez nous en compost et à ce moment-là, il va y avoir une opération de broyage de tous les déchets, donc pour les transformer vraiment en petits morceaux. Et une fois qu'ils sont transformés en petits morceaux, on va les mélanger avec du broyat de bois. C'est souvent ce que produisent les élagueurs quand ils ont fini un chantier, qui vont passer les branches dans les broyeurs. Donc ce mélange, il est important pour avoir un compost qui soit équilibré, avec une partie humide que représentent nos déchets, une partie plus sèche avec le broyat de bois et une partie, en fait, d'un point de vue plus technique, plus azotée. Les déchets contiennent beaucoup d'azote, mais le broyat de bois contient beaucoup de carbone et un bon compost, c'est un équilibre carbone-azote. Donc une fois que ce mélange a été fait et bien fait, un mélange assez aéré,
aérien, on va l'amener dans des cellules de compostage où on va laisser la nature faire son travail, c'est-à-dire qu'il y a des micro-organismes qui étaient déjà présents dans le broyat de bois et dans les déchets qui vont se mettre à travailler parce qu'on les a mis dans de bonnes conditions. Donc ils vont dégrader la matière et en faisant ça, ils vont dégager de la chaleur. Donc le tas de compost naturellement monte en température jusqu'à plus de 70 degrés. Et nous, notre travail, ça va être de s'assurer qu'il reste dans de bonnes conditions, bon taux d'humidité, bon taux d'aération. Et si jamais on voit qu'il y a que ça dévie en termes d'humidité ou d'aération, eh bien on va ajouter de l'air. Donc en soufflant, on a un système de soufflerie sous les tas de compost qui va apporter de l'air. On appelle ça une aération pilotée. Et s'il y a trop d'humidité, on va retravailler aussi le compost pour baisser l'humidité. S'il n'y en a pas assez, on va apporter un petit peu d'eau. Donc voilà, notre travail, c'est vraiment d'en prendre soin pour que la nature fasse toute seule son travail de dégradation. Et au bout de 4 semaines, on a fini la première étape qui nécessitait beaucoup d'oxygène. Et on va à ce moment-là prendre le tas de compost et l'amener un peu plus loin sur ce qu'on appelle nous les cellules de maturation, où il va continuer sa dégradation, mais qui est une dégradation beaucoup moins active, qui ne dégage plus de chaleur et qui va, en fait, ce seront surtout des champignons à ce moment-là qui vont travailler et qui vont finir de dégrader la matière pour qu'à la fin, on ait un beau compost tel que celui qu'on a vu là tout à l'heure. Comment il retourne à la terre après ce compost ? Le compost, il peut revenir à la terre de plusieurs façons. Déjà, ça peut être autour de nous dans la ville pour tous les chantiers de végétalisation, de création d'espaces verts, de fertilisation de sol. C'est une des options privilégiées parce que c'est celle de proximité la plus forte. C'est vraiment à quelques centaines de mètres autour de notre plateforme de Vénissieux, peut-être à quelques kilomètres maximum. Et c'est une première finalité. La deuxième finalité, c'est quand même de retourner à la terre agricole, puisque les déchets, ils ont été produits à partir de fruits et légumes essentiellement, donc ils viennent de nos terres agricoles. Et si on veut boucler la boucle, il faut que le compost retourne sur les terres agricoles. Donc le deuxième axe fort, c'est de travailler avec les projets d'agriculture urbaine pour la proximité, mais aussi avec la ceinture maraîchère autour de la métropole de Lyon. Les résidents vont recevoir un seau de 7 litres et des sacs en craft pour pouvoir plus facilement utiliser les bornes. D'ici 2025, il faut rappeler que la loi imposera le tri à la source pour tous les producteurs de déchets en France. Les collectivités vont devoir proposer à chaque citoyen une solution de proximité pour valoriser leurs déchets et ne plus les mettre dans les ordures ménagères. Compostage domestique individuel, de proximité ou collecte séparée, les bornes à compost lancées à Lyon pourraient bien faire des émules dans d'autres métropoles. À partir de lundi prochain jusqu'au vendredi 24 décembre, c'est le grand retour des opérations paquets cadeaux d'handicap international en France. L'association de solidarité internationale sera à nouveau présente cette année à Lyon au magasin Bonton, 60 rue Président Édouard Herriot. Ces opérations sont l'occasion pour les citoyens de s'engager près de chez eux en emballant des cadeaux dans les magasins pendant les fêtes. Les sommes collectées sont destinées ensuite à mettre en œuvre des actions de l'association auprès des populations les plus vulnérables dans près de 60 pays dans le monde. Les personnes intéressés par cette opération caritative peuvent envoyer leur CV à bénévole@hi.org. Et puis Naïs Pirolet, la candidate originaire de Lyon, sortie majeure de promo 2017 de l'Institut Paul Bocuse, a été sacrée Bocuse d'Or 2021. Elle sera la première femme à représenter l'Hexagone au Bocuse d'Or Europe. La Team France a été représentée par Serge Vieira, son président, et plusieurs chefs lyonnais étaient présents, dont les membres du comité d'organisation, Guy Lassauzet, Jacques et Régis Marcon, président du Bocuse d'Or France, Joseph Viola, mais également Tabata May, qui faisait partie du jury dégustation, et David Tissot, Bocuse d'Or 2021. Absente l'an dernier en raison du contexte sanitaire lié au Covid-19, la Grande Roue revient cette année et elle devrait accueillir ses premiers clients samedi matin, place Bellecour. Elle comprendra 28 cabines fermées de 6 places chacune. Son fonctionnement est prévu quotidiennement de 11h à 22h, en sachant que lors d'événements particuliers comme la fête des Lumières ou les fêtes de fin d'année, la roue peut tourner jusqu'à 1h du matin. 5 jours de montage sont nécessaires, ainsi qu'une inspection de contrôle qui est planifiée vendredi. La Grande Roue sera ensuite en place jusqu'au 13 mars 2022. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée.